Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. C'est New World Forum, seconde partie. L'Afrique est-elle malade de ses intellectuels? C'est le thème de cette semaine. Et nous en parlons avec le professeur Magloire Kwakovi, il est philosophe, consultant indépendant en droit de l'homme, responsable diocésaine de la commission épiscopale justice et paix. Merci, professeur, de rester avec nous. Oui, je vous en prie. Donc, la fin de la première partie, nous étions en train d'aborder la gestion des intellectuels africains. Et là, le constat que vous avez fait, c'est que, pour le moins qu'on puisse dire, ces talents sont mal gérés. Ces talents sont mal gérés parce que, immédiatement après les indépendances, nos gouvernants avaient voulu créer des pôles d'excellence. Ceux qui voulaient faire la littérature allaient tous à Dakar. Le Togo avait pris les sciences, le Bénin s'est choisi quelque chose, comme l'UCAO a fait actuellement. Mais pourquoi le Togo a eu son université? Parce que les étudiants africains étaient rentrés en grève à Dakar et Senghor a dit ça suffit comme ça. Tout le monde chez lui. C'est comme ça que les étudiants sont revenus. On a pris le lycée Bonne-Carrère de Tocoin comme première base de l'embryon de l'université avant de la construire convenablement plus loin. Mais l'enseignement de cela, c'est que si on avait gardé ces pôles d'excellence-là, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on aurait pu avoir un autre devenir de l'Afrique. Parce que nos camarades diplômés des universités françaises qui venaient après ces grèves-là enseignaient, étaient payés 10 fois plus que nous avec les mêmes diplômes. C'était les coopérants. Et vous voyez que en payant 10 fois plus un coopérant qu'un national, vous allez dépenser beaucoup d'argent sans impact nécessaire. Les gens avaient pris l'Afrique comme une vache à lait et ça continue jusqu'à nos jours. Et je vais chercher à comprendre pourquoi vous, intellectuels, vous ne vous mettez pas ensemble pour former les think tanks que vous avez appelés de vos voeux. Nous avons appris à l'école que dans le cadre de la révolution industrielle, par exemple, il a fallu la coopération entre les savants de plusieurs pays européens, occidentaux, pour y arriver. Mais pourquoi les Africains ont du mal à se mettre ensemble? Avant eux, il y a eu les mécènes. Il y a eu les mécènes qui étaient les riches, qui ont financé les Léonard de Vinci, les Galiléo Galilei. En Afrique, si vous même financez... Même Christophe Colomb, pour avoir fait son tour du monde. Oui, c'est des reines qui finançaient, c'était les mécènes. C'est le mécénat qui continue toujours pour le football d'ailleurs. Parce que lorsque l'Étoile filante Essor était avec Ataï, étaient des équipes dignes de cela dans Lomé. C'était les commerçants qui versaient de l'argent. Monsieur Ligenheim qui a créé, qui a supporté l'Étoile filante, ne donnait pas de l'argent. Lui, il faisait des prières pour l'Étoile filante. Mais je veux dire par là que si l'Union africaine avait pris à cœur la gestion de l'intelligence, vous avez vu le sort qu'a suivi Diallo Telly avec Sékou Touré. C'est comme ça que on a perdu des têtes. Nous avons même appris qu'à la mort de Cheikh Anta Diop, le Sénégal a laissé piller son laboratoire. Un monsieur qui avait prouvé que les meilleurs savants de l'Égypte, c'était des Noirs. Et cela lui a valu d'avoir de la prison. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est comme ça que nous gérons nos intellectuels. Mais finalement, vous avez vu... au point que l'université de Dakar aujourd'hui porte son nom. Oui, mais ça c'est à titre posthume. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les Mandela n'aillent pas en prison. C'était un étudiant en droit. Il voulait être avocat. C'est comme ça qu'on perd les meilleurs textes. Il y a eu Ken Saro-Wiwa, il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on a perdues. Bon, même le brouillard n'est pas encore levé.
ni sur la mort de Sylvanus Olympio, ni sur celle de Achuti Agbobli, historien de renom qui a travaillé à Jeune Afrique, qui avait été bien apprécié par Béchir Benyamin. Bon, c'est comme ça. Qui a créé son journal sur place ici. Voilà. Afrique Hebdo. Donc, il faudrait que le venin de l'individualisme que le colonialisme a injecté en nous, nous puissions le surmonter pour que je puisse aller donner des cours à Cape Coast, au Ghana ou bien au Nigeria. Là, vous ouvrez encore une autre brèche, oui, une autre parenthèse. C'est la mais coopération. Comment se fait-il que des vrais intellectuels ont pu boire ce venin du colonialisme et au point que des années après, ils arrivent à s'en départir. Depuis les bancs de l'université, les Blancs font leur sondage. Ils savent qui est qui peut leur être utile et qui peut leur être nuisible. Et ils envoient leur rapport en Afrique pour que on vous surveille comme du lait sur du feu. Vous ne pouvez pas faire bouillir du lait et aller écouter de la musique. C'est comme ça. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent vous poser des questions. Oui. Vous êtes prêts à répondre. Oui. Nous recevons d'ailleurs quelques questions déjà. On va vous les administrer tout à l'heure. Le temps que je vous pose une question sur les intellectuels qui n'ont pas été à l'école, est-ce que ces valeurs ne sont pas négligées aussi? Parce que nos villages, nos contrées comptent... elles sont tout autant négligées que ceux qui... les intellectuels qui ont été à l'école. Dans ma soutenance, dans le jury de soutenance de ma thèse, il y avait le professeur Pierre-Paul Grasset, zoologiste ou biologiste, je ne me rappelle plus, qui avait vécu au Gabon. Et il m'a raconté le fait que les pygmées, ils n'ont pas d'école. Ils sont dans la forêt équatoriale. Ils connaissent 213 plantes pour résoudre tous les problèmes de santé qui se posaient à eux. 213 plantes. Bon, essayez de partir du paludisme seulement et voyez au Togo les plantes que nos aînés connaissaient. Vous les ajoutez aux plantes connues au Bénin. Vous en connaissez vous aussi. Oui, c'est un exemple que je donne parce que je viens de recevoir en cadeau 2 tomes de plus de 400 pages sur les plantes africaines et leur posologie en 7 langues, écrit par un de mes anciens camarades et des amis en Suisse. Vous voyez? Donc, l'intellectuel communautaire, il connaît des tas de choses. Si vous avez le pied ankylosé, vous mettez une brindille entre les orteils pour arrêter le hoquet. Vous avalez 7 gorgées d'eau sans respirer, etc., etc., etc. Il connaît son milieu. Il sait que s'il met telle plante en chemin du serpent, le serpent n'approchera plus. Tout dernièrement, j'ai appris que si vous mettez une feuille du manioc dans la bouche ou une tige de manioc, le serpent nageant, le noir, c'est lui, il se détourne, il s'en va. C'est des connaissances comme ça. Il y a des connaissances endogènes, comme on les a appelées. Non pas su capitaliser. Oui, mais ceux qui ont été à l'école ont commencé à les mettre par écrit. Je vous dis que c'est 2 tomes de plus de 400 pages. C'est beaucoup. Et 7 langues. Chaque plante avec ses vertus, les posologies, etc. Ça existe chez les collègues sur le campus. Si vous voulez, vous pouvez aller consulter. D'ailleurs, une des questions de nos téléspectateurs rejoint cette question, rejoint ce que vous êtes en train de dire. Bonsoir, professeur. Ma question est celle-ci. Mon papa au village, il est très honnête, laborieux, avec des principes, mais ne sait ni parler français ni anglais, ni autre langue du colon. N'est-il pas un intellectuel? C'est Touata qui nous écrit. Voilà. C'est ce que nos collègues béninois ont appelé les intellectuels communautaires, avec un travail de titan
fait par le grand frère Honora Agassi à Idé, à Ouida, qui Grand reçoit... centre idée. Oui, c'est un centre de recherche des savoirs endogènes. Et il y a tout un livre qui a été écrit aussi sous la direction de Paulin Outonji par le CODESREA à Dakar sur les savoirs endogènes. On a fait un clin d'œil au FA là-dedans, mais les côtés épiques sont les rapports des chirurgiens qui trouvent des tessons de bouteilles, des hameçons, des pièces de monnaie, des calebasses, des pelotons de fil dans le ventre des gens à l'hôpital 214 ou 114 lié à Cotonou là-bas. Ça, c'est les savoirs endogènes. Comment envoyer des tessons de bouteilles dans le ventre d'autrui. Bon, il y en a qui veulent ouvrir des écoles maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez Agbané. Le professeur Agbané. Le professeur Agbané qui veut, positif. voilà, qui veut breveter le tchakatou et le ventre. Et curieusement, il l'appelle de la même dénomination que moi, un missile sol-sol. Ou missile ventre-ventre. Sol-sol. Ventre. Voilà. Mais sur le FA, parce que vous l'avez évoqué, je vais vous interroger là-dessus. Le temps qu'on réponde à notre téléspectateur, c'est notre fidèle Richard qui nous écrit de Cara 91 62 16 91 62 16. Alors il dit d'emblée je suis d'avis avec la définition donnée au concept d'intellectuel par votre invité en ne mettant pas en exergue le diplôme. Effectivement, l'Afrique, selon notre téléspectateur, est malade de ses intellectuels dans la mesure où aujourd'hui on dit quel diplôme tu as au lieu de qu'est-ce que tu sais faire ou peux faire. On écarte certaines valeurs, certaines sagesses sur la base des connaissances livresques qui ne conditionnent pas nécessairement la vie sociale. Et notre téléspectateur poursuit, c'est le fait de valoriser les diplômes, les connaissances livresques qui conduit à minimiser les autres, ce qui est source de conflits. Même dans nos universités, il y a ces écarts entre enseignants sur la base des diplômes. C'est en un mot ceux qui pensent connaître sur la base du livre qui détruisent la société, même si ces connaissances participent à son développement. On met trop dans les discussions le mot, le moi, qui crée la haine et la division. C'est Tagba Richard qui nous écrit de Cara. Oui. Bon, sur cette thèse-là qui mérite beaucoup, je voudrais dire que ce n'est pas l'intellectuel qui est en cause, c'est le pouvoir politique africain qui peut être un pouvoir de revanche de ceux qui ont connu tardivement les Blancs par rapport à ceux qui les ont connus tôt, et le fait que, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent en politique à gagner, on ne valorise pas nécessairement l'intellectuel. Vous avez vu que avant que Yahi Boni n'arrive au Bénin, les salaires des professeurs étaient insignifiants. Il a regardé la télé un soir et tous les élèves voulaient être banquiers, douaniers, transitaires, commerçants. Personne n'a choisi la profession d'enseignant. Or, quel est le pays qui peut se développer sans enseignants? Il n'y en a pas. Nous avons été à un colloque à Lambaréné, c'est au Gabon, où les Français voulaient nous persuader que nous n'avions pas besoin d'université en Afrique et que l'école primaire et secondaire suffisait. C'est là où le collègue Maurice Kouachi leur a demandé de nous citer un seul pays qui s'est développé sans université. Parce qu'à l'université, l'innovation suit la recherche. Et quand vous ne financez pas la recherche, vous voulez qu'on découvre quoi? Est-ce que nos universités produisent de bons intellectuels? Mais bien sûr. Je pose la question parce que aujourd'hui, tout le monde rêve d'envoyer leurs enfants à l'extérieur dans nos universités. Ça c'est un autre problème, c'est le complexe de sous-développé. Ça c'est un autre débat. Je veux dire que si les États africains avaient valorisé l'éducation en payant convenablement les universitaires, l'Afrique serait développée. Mais vous êtes de plus en plus bien payé.
Oui, mais ça, c'est parce que nous avons fait ce qu'il faut pour que ça change. Oui, mais et ce temps que nous avons mis est-ce que ça change? Non. Le temps que nous avons mis à nous battre pour changer les conditions délétères, nous ne l'avons pas utilisé pour la recherche et l'innovation, justement. C'est ça. Parce que le politique sait très bien que avec nos innovations, il serait mis en minorité, et il va falloir que la géopolitique s'en mêle, etc. 90, 33, 81, 90, 33, 81. Oui. Bonsoir le plateau. Le titre de l'émission est révélateur. Mon souci, qui est au juste un intellectuel. Le premier président camerounais Amadou Ahidjo avait seulement le CEP, mais a dirigé avec brio son pays, contrairement à son successeur, qui a échoué sur tous les plans, malgré son rang intellectuel. Oui. J'ai dit Kenny qui nous écoute de ce côté. Oui, ça ne prouve rien. Ça prouve que on peut être médiocre et médiocriser tout un pays sans crier gare, sous prétexte que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tout le monde peut gouverner son pays. Mais je pense que on confond la logique du politique et la logique de la science. C'est pour ça que j'ai renvoyé à Max Weber le savant et le politique. Il dit que les deux ne peuvent jamais s'entendre parce que le savant a son code d'éthique et le politique a sa code d'éthique aussi pour neutraliser. C'est lui qui a le monopole de la violence. Et ça se prouve tous les jours. Même quand vous manifestez à main nue, on vous balance des grenades à fragmentation. Ils rêvent maintenant d'avoir des drones pour gazer les marchands et les manifestants. C'est comme ça. Alors, est-ce que le problème de l'école, de l'université, de la transmission du savoir, oui. Est-ce que son problème, est-ce que ce n'est pas d'avoir pendant longtemps opposé ce qui s'enseigne à l'école et les savoirs endogènes? Oui, ça c'est en partie. Mais aujourd'hui, au Cameroun, quand vous allez au département d'agronomie, ils ont recensé toutes les plantes médicinales qu'ils ont mis dans leur jardin botanique. Je crois qu'à Lomé aussi, ils avaient commencé. Je ne les avais pas suivis convenablement. Au Sénégal, lorsque les scanners, les IRM, les radios n'ont pas détecté la cause de certaines maladies, ils ont un pavillon de tradis praticiens où on vous envoie. C'est comme ça. La synthèse se fait lentement, mais ça se fait. Il y a une chaire aux États-Unis qui théorise sur la sorcellerie. C'est pas impossible parce que la sorcellerie, c'est du travail qu'on demande aux esprits pour perturber ses voisins. Donc, les esprits existent. Aristote l'a démontré depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et moi-même, j'ai en projet une série d'émissions sur la sorcellerie et la justice moderne. Parce que... Vous êtes sorcier? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pu utiliser mon cerveau jusqu'à cet après-midi sans l'aide de quelque esprit que ce soit, je m'en contente. Non, je veux dire par là que le Bénin a mis dans son code de procédure pénale maintenant qu'on va juger également les cas de sorcellerie. Et nous avions appris cela dans la maison des curés, au champ d'oiseaux, et les gens s'énervaient dans la salle lorsque je leur ai rappelé que dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on a parlé de la sorcellerie, à ne pas pratiquer par les chrétiens. Donc je ne vois pas pourquoi ils s'énervent. Si le gars avoue que c'est lui qui a ensorcelé quelqu'un, pourquoi vous ne voulez-vous pas qu'on le juge? On a dit qu'il y aura des colonels et des généraux en sorcellerie par région. Et si le grand gourou d'une région ne peut pas venir à bout de la question, on lui adjoint les sorciers d'autres régions, tout comme font les exorcistes, les prêtres exorcistes. Lorsque l'esprit est coriace, on envoie un tir groupé de
de 3 exorcismes, de 3 diocèses différents. Et l'esprit est obligé de céder, hein, parce que la créature ne peut pas être plus fort que le créateur. J'ai promis revenir sur le Fa, que Oui. vous connaissez très bien. Oui. Comment un philosophe universitaire en est-il arrivé à s'intéresser au Fa? Oh, parce qu'il y a... Catholique convaincu en plus. Oui, parce qu'il y a une propagande malsaine qui se fait actuellement et qui peut induire les gens en erreur. J'ai perdu une tante malade à qui le Fa a indiqué un vaudou qui ne l'a pas guérie. Elle est morte après avoir reçu le Fa. Et je le dis souvent, mon grand-père et son petit frère nous ont laissé 9 entités ou 7 au Bénin là-bas. Je ne m'en approche pas. Parce que c'est des pièges. Si le Fa vous dit que vous serez très bien avec Kenessi, vous n'échapperez pas à la sorcellerie. Le vaudou Kenessi ne marche qu'avec la sorcellerie. Et vous ne pouvez pas rester dans votre chambre et savoir que Kenessi s'intéresse à vous. Il faut aller au Fa. C'est le messager des vaudous. Est-ce qu'il est esprit lui-même? Est-ce que c'est un homme? On ne sait pas. C'est pas un vaudou, c'est le messager. Et toutes les cultures ont eu leurs moyens de divination. Il y a ceux qui consultaient les maracafés, il y en a qui jettent les coris. De par le monde, même dans la ville, on interprète les songes. Joseph interprétait les songes. Ça lui a valu du travail en Égypte, etc. Donc vous vous intéressez au Fa pour les démystifications simplement? Non. Pour information des pauvres. Parce que si on vous réclame 12 moutons aujourd'hui, vous avez dépassé déjà les 350 000. Hein? 2 béliers, 8 escargots, etc. Ce n'est pas une affaire de pauvres. À l'époque, c'était 35 francs. Ou bien 700 francs quand ça devenait plus cher. C'est monté à 7 000 et aujourd'hui, ça peut aller à 700 000. Donc l'intérêt, c'est quoi? Non, mais c'est les ingrédients qu'il faut apporter au rite. Donc vous ne contestez pas le Fa en tant que tel? Non, pas du tout. Moi, je crois aux esprits. Hein. Il y a que 2 catégories, je le dis souvent, les bons et les mauvais. Hein. On me dit que le vaudou n'est pas mauvais, que c'est l'homme qui est mauvais, mais moi, ce n'est pas mon job. Je sais seulement qu'il arrive des fois qu'on confie des gens au vaudou et qu'ils frappent les voleurs et ils meurent. Hein, c'est ça. C'est tout. Et les esprits, comment vous les considérez? Comme des instruments? Les esprits sont des créatures de Dieu comme les hommes. Ils ont été créés avant les hommes. Et la sorcellerie, à titre d'exemple, est un mauvais service que les hommes demandent aux esprits, qui peut perturber la vie d'autrui pour nuire au prochain. Est-ce qu'il n'y a pas de bons sorciers? Oh, ça, c'est M. Agbané qui le dit. Vous parliez de lui d'ailleurs. Mais il travaille... Qui s'appelle sorcier positif. Oui, il dit qu'il travaille avec les djinns, qui sont les esprits dans la religion musulmane. Donc, ça, c'est le commerce des esprits. C'est une possibilité qui est offerte à l'homme, qui a un esprit en plus de son âme également. Et vous, quelle est votre approche par rapport aux esprits? Oh, moi, je ne côtoie que les bons. Les anges, les chérubins, les séraphins, plus mon ange gardien. C'est tout. Comment reconnaissez-vous les bons? Parce qu'ils viennent des blancs ou... C'est ce que j'ai appris au catéchisme. Ce n'est pas une affaire de blanc. Hein? Parce que dans ma langue maternelle, ce n'est pas un blanc qui a traduit Bonbonvoin. Hein? Donc, Bonbonvoin et Ahovi sont dans ma culture avant l'arrivée des premiers missionnaires. Oui, donc, dans vos divinités, vous n'en avez pas trouvé de bons? Oui. Non, parce que l'engagement, pour moi, philosophe, doit aller au-delà de la vie. Si vous restez longtemps, je crois que les records actuels sont de 130 ans. Par rapport à l'éternité, pour moi, le choix est clair. Qui vous dit que les divinités africaines ne conduisent pas à l'éternité? Non, ils n'ont pas ce crédit-là. Non. Il y a des cérémonies pour vous sortir du groupe à votre mort. Ça s'appelle Amedede Tole Hame. Vous vous appelez Kodjo.
À votre mort, vous avez été Havlési en tant qu'adepte de Havlet. À votre mort, vous redevenez Kodjo. Vous vous débrouillez avec votre créateur. C'est tout. Mais vous, les chrétiens, vous aussi, vous avez des cultes aux morts. Oui, nous avons des cultes Personne aux ne morts sait ce qui se fait. parce que l'âme est immortelle des deux côtés. Ça peut être considéré aussi comme une cérémonie de sortie de... Oh non, ça ne change rien. Le seul problème, c'est que si vous êtes Sakpata, si à votre mort, vous ne devenez pas Sakpata. Et pour moi, c'est un échange inégal, c'est tout. C'est par lucidité de philosophe que moi je dis ça. Il n'est pas question d'aller se damner pour quelqu'un qui a déjà son compte. On va répondre au 92 10 32. 92 10 32. Bonjour New World, merci à votre invité que j'admire beaucoup. Question à lui, quel est son intellectuel de référence? À qui souhaite-t-il ressembler intellectuellement au Togo, en Afrique et dans le monde? C'est Jean qui nous écrit de Cara. Bien. Ressembler à quelqu'un à 76 ans, je crois que c'est trop tard. 76, hein? Ouais. Je crois vous avez bien vieilli, professeur Kwaku. Je crois que c'est... Après, vous nous direz votre recette pour bien vieillir. C'est trop tard, mais mes maîtres à penser sont trois. Aristote, Saint Thomas, qui a christianisé Aristote, et puis mon professeur bien-aimé, Claude Tresmontant. En Afrique, j'aurais bien aimé... Il est d'où? Oui, il est français. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème que vos maîtres à penser, tous trois, soient des intellectuels de l'autre côté? Non, si je parlais égyptien, j'aurais pu trouver des maîtres à penser sous les pyramides et les momies. Mais je ne parle pas égyptien. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai connus au cours de ma formation. Donc vous êtes aristotélicien. Je suis aristotélicien. Pas platonicien et aristotélicien, plus de l'eau bénite, ça devient Saint Thomas d'Aquin. Bien, de temps en temps, j'ajoute Nietzsche. Et au Togo, ici, j'aurais pu avoir comme émule Edem Kodjo, mais il est déjà parti. J'ai ses livres, je vais lire, mais nous n'étions pas en phase sur le panafricanisme et le devenir de l'Afrique. Nous avions des points de dissension. Vous ne croyez pas au panafricanisme? J'y crois, mais je pense que tous les Africains intellectuels ne pensent pas qu'on devrait abolir les frontières. À mon avis, le panafricanisme, avec l'écart qu'ils veulent mettre sur pied, on ne peut pas avoir les frontières. C'est impossible. Et en Afrique? En Afrique, j'ai cité Kizerbo. Vous avez cité Kanto. Il y a Cheikh Anta Diop, de l'antériorité des cultures nègres jusqu'à Civilisation et Barbarie, qui est son dernier ouvrage que j'aime beaucoup, parce qu'il a dit que nous avons participé à la civilisation du monde et nous n'avons pas de permission à demander à qui que ce soit avant de nous en servir. Et je vais mettre ça dans mon testament. Le jour, les autres peuples refuseront de nous transmettre la technologie, nous serons en droit de voler cette technologie-là. C'est ce qu'on appelle de la piraterie industrielle. Nous allons répondre à qui 90 32 16 90 32 16. Oui. Monsieur Ameninou Amouzou, Oui. qui nous écrit de Palimé, vous pose une question très simple. Oui. Comment devient-on philosophe? Bon, il y a deux manières. Soit vous êtes sage de caractère, soit vous prenez des cours de philosophie. Et si vous êtes sage de caractère, Sagesse dont vous parlez, la sagesse en philosophie. la sagesse humaine, à partir des proverbes, des contes africains et des mythes, vous pouvez acquérir de la sagesse. Quand on vous dit qu'on ne peut pas courir cette sagesse... et dépasser la terre, c'est la même sagesse. Mais la sagesse en philosophie, est-ce que ça ne signifie pas plus accumulation de connaissances? Non, non, la sagesse en philosophie est le but final des connaissances. Si vous savez que un paquet de cigarettes par jour
vous donne le cancer de la gorge et de l'œsophage et que vous ne fumez pas, vous êtes sage. C'est tout. Je vous ai parlé du haricot rouge et de l'huile rouge tout à l'heure. C'est un métabolisme coriace pour le ventre des écoliers. Ça les fait dormir vers 10 heures. Ça, je le sais. Je ne vais pas donner du haricot toute l'année à mon fils. C'est comme ça. Je vais varier avec de la bouillie, je vais varier avec du thé de quinqueliba, etc. C'est tout. On les lui donner à midi, hein? Oui, on peut les donner à midi. Il y en a qui les évitent le soir parce que ça devient compliqué pour le sommeil après. Donc, on devient philosophe en observant... Oui, rien qu'à partir des proverbes, des contes et des mythes africains, on peut acquérir de la sagesse. Mais tous les proverbes ne sont pas bons, il y a des proverbes... Ça ne fait rien. Très faux. Ceux que nous appelons les présocratiques, ils ont procédé par fragments, et leurs fragments s'équivalent à nos proverbes. Quand on vous dit qu'on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve, ça veut dire que le fleuve coule et les eaux que vous avez eues pour votre premier bain ne sont plus là, etc. Il y a des milliers de proverbes. J'ai tout un gros livre comme un Larousse, comme ça, plein de proverbes, du monde entier. Il y a de la sagesse là-dedans. Parfois très sarcastique. La Oui. dernière fois, je suis tombé sur un proverbe qui disait qu'on ne tire pas sur les testicules d'un aveugle 2 fois. Voilà. Jusqu'aux larmes. Il y a un autre problème sur les aveugles qui dit que quand l'aveugle dit qu'il va vous lapider, soyez sûr qu'il a déjà le pied sur la pierre. Ça, c'est pratico-pratique. Ouais. Donc, devenir philosophe par... c'est soit par les études, autodidacte, soit par autodidacte, ou bien par l'éducation familiale. Mais il y a du caractère là-dedans. Parce que si vous êtes nerveux, vous n'aurez pas la patience de tourner 7 fois la langue avant de parler, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition? Vous qui connaissez le fait, est-ce que tout le monde Non. est destiné à être philosophe? Chacun a différents tempéraments. Il y a des charpentiers, il y a des philosophes, mais aussi des journalistes. Non. C'est sur le point psychologique. Il y a les nerveux, les sanguins, les lymphatiques, les phlegmatiques, etc. Ça, c'est les traits de caractère de l'essai. Oui, les traits de caractère correspondent à des types de métiers. Pas nécessairement. Non, moi, j'ai été peintre en bâtiment. J'ai été footballeur, payé en dessous de Naples, là-bas. Personne n'a dit que j'étais prédestiné pour être peintre en bâtiment. L'horoscope a dit que je n'étais pas doué pour les études, mais j'ai eu 2 licences, 2 maîtrises et un doctorat. Bon, j'ai encore la copie de l'horoscope. C'est comme ça. Votre destin n'est pas écrit dans les étoiles. Les étoiles, c'est du gaz. Donc, on ne peut pas écrire dans du gaz. C'est du blabla des hommes. Qu'il y ait des corrélations entre les étoiles et les êtres humains, c'est un fait. Mais dire que votre destin est écrit dans une étoile qui peut mourir comme vous, et s'il meurt 2 jours après votre naissance, vous allez faire comment? Voilà. Analyse de philosophe. Donc, vous ne croyez pas beaucoup en prédiction? Pas du tout, pas du tout. Des horoscopes que quelqu'un appelle horoscope. Oui, ça. Ça peut tomber, hein, mais bon, c'est pas tout le temps que ça tombe juste. C'est ça. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes pour conclure, même moins pour conclure cette émission. Donc, je voudrais vous interroger aussi sur le lien entre la spiritualité et l'intellectualisme, si on peut l'appeler ainsi. Oui. On peut dire que l'intellectualisme peut renforcer la spiritualité. Ou c'est la spiritualité qui renforce? Non, c'est l'inverse. Parce que en philosophie, nous avons non seulement des cours sur l'athéisme, mais nous avons également une branche qu'on appelle l'esthétique, pour le beau. Nous avons une branche qu'on appelle philosophie de la nature ou cosmologie, qui nous décrit la genèse de l'univers, tout ce qu'il contient, les galaxies, les constellations et tout ça. Et plus vous apprenez ces choses-là, plus vous vous apercevez que
le hasard n'y entre pas, comme avait dit Aristote. Il y a 1 milliard, 2 milliards d'étoiles, tous ordonnés, ils ne s'entrechoquent pas. Ça veut dire qu'il y a un ordre qui ne provient pas du hasard. Il faut quelqu'un qui l'ait ordonné, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est ça. Oui. Et le problème de l'intellectuel africain, Oui. est-ce que ce n'est pas son ancrage dans la religion des autres? Non, ça c'est des histoires. Je vous ai dit que mon grand-père a laissé 9 entités à Tiémé. Je n'en ai pris aucun. Et si vous dites que j'ai pris la religion des Blancs, je vous informe que la couleur de la peau, c'est 1% des constituants génétiques. Il reste 99%. Si vous voulez valoriser votre cerveau, n'allez pas dire qu'un Blanc fait quelque chose avec vous. Oui, mais j'ai côtoyé des Blancs ignorants, complètement. Oui, mais la question n'est pas là. La question est que ce sont eux qui vous ont apporté cette religion. Mais ils m'ont informé, c'est tout. Quand vous prenez les WhatsApp aujourd'hui, ça ne vous gêne pas. Vous buvez du Coca-Cola, ça ne vous gêne pas. C'est en religion que ça vous gêne. Tant pis pour vous. Moi, je ne marche pas là-dedans. Oui. Je sais que l'univers n'a pas été créé, n'a pas germé par hasard, comme le disaient Karl Marx et les athées. Il a été créé. Et j'ai mes sources scientifiques pour ça. La probabilité pour avoir un acide aminé, c'est une chance sur 10 suivi de 16 zéros. Et il y en a 4. Vous multipliez ça par 4. C'est mathématique. Donc, plus vous montez dans les connaissances, plus vous vous apercevez que, dire qu'on ne balaye pas la nuit, ça c'est des pièges sociologiques, etc. Et comme avait dit Voltaire... Mais vous qui croyez aux esprits... Oui, mais Dieu est esprit. Ils peuvent être attirés. Non, les esprits ne peuvent... Balayer la nuit, ça peut faire... ça peut faire recours à un esprit. Ça dépend des cultures. En Europe, vous pouvez balayer la nuit, passer votre aspirateur quand vous le pouvez. Aucun esprit ne viendra. Mais vous pouvez pratiquer du spiritisme. Vous connaissez Victor Hugo? Victor Hugo pratiquait du spiritisme. Et des États-Unis, j'ai ramené une planche de spiritisme qu'on appelle Ouija board. C'est un esprit qui s'appelle Ouija. Vous mettez autour d'une table, vous posez les mains, et s'il vient, vous envoie des messages dans la langue de son choix. Vous transcrivez et vous expliquez. Mais ma religion me l'interdit. Donc vous ne l'avez pas pratiqué? Pas encore. Pourquoi? J'attends d'être plus vieux encore, parce qu'on ne sait jamais. On m'a dit que si l'esprit est content de moi, il ne me quittera plus. Donc, il faut savoir prendre les risques. J'ai également un pendule pour pratiquer la divination aussi, mais je ne l'utilise pas nécessairement. Vous dites attendre de vieillir plus à 76 ans, c'est quand même... On ne sait jamais. Puisque l'esprit, s'il vient, il ne quitte plus. Comment je fais avec mon livret de baptême? C'est ça. Il faut savoir prendre les risques. J'ai un ami qui m'a dit qu'il connaît une recette avec de l'eau pour détecter les sorciers. Et je dis, mais si le sorcier me demande qu'y a-t-il entre toi et moi, lui il ne sera pas à côté de moi. Donc j'ai refusé. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Oui, mais l'esprit, vous pouvez le faire partir avec de l'eau bénite, non? Je ne refuse pas, mais c'est moi qui l'aurais invité. Tant que je ne l'invite pas, il ne vient pas. C'est tout. Il est sur carton, il reste sur carton. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent que les Africains doivent faire un recentrage sur leurs valeurs spirituelles endogènes pour pouvoir se développer? Oui, mais il faut bien trier. Ce n'est pas... aller se mettre sous la coupe de n'importe quel esprit qui vous rentre par le mollet et sort par les narines et vous empêche de marcher droit. Il faut bien trier. C'est comme ça. Alors, un téléspectateur nous dit qu'on a souvent considéré les philosophes comme des fous. Oui. Qu'en pensez-vous, monsieur Magoula Kwakuvi? C'est le 92-10-32. 92-10-32. Je crois que c'est une bonne définition puisque moi, je suis fou de la vérité. Et j'ai constaté que dans les cultures, dans les religions et dans les idéologies politiques, il y a beaucoup de mensonges.
Moi, je suis fou de la vérité. Alors que la vérité elle-même, elle est sujette à caution en philosophie. Oh, c'est ce qu'on dit. C'est en C'est ce qu'on philosophie dit. qu'on nous l'a appris. Oui, nous la définissons comme relation entre l'intelligence et le réel. Si le soleil se lève au Ghana demain matin, nous dirons que la donne a changé. Hein? C'est pour ça qu'on dit que même les vérités scientifiques peuvent changer. Oui, donc les vérités ne sont que provisoires. Non, elles sont corrélées avec le réel. Et le réel, comme a dit Héraclite, est en perpétuel devenir. Oui, justement, c'est en cela que le problème de vérité se pose. Si le réel est en perpétuel devenir, oui, la corrélation avec ce réel-là est, oui, mais il y a des stabilités. Le soleil que vous voyez chaque matin ne mourra que dans 4 milliards 500 millions d'années. Il ne change pas de nature. En attendant, c'est lui qui gère sa galaxie et c'est la Terre qui tourne autour de lui en 24 heures et sur elle-même et puis en 365 jours autour du Soleil. Ça, c'est des vérités. Si le réel change, nous porterons un autre jugement là-dessus. C'est tout. C'est tout le travail que nous faisons en Est-ce qu'il ne faut pas plutôt suivre les dialecticiens Ça, c'est du baratin. Ce n'est pas tous les sujets que vous pouvez traiter par thèse, antithèse, synthèse. Non. Non. Je vous ai dit que je suis aristotélicien. Hein? Nous, on ne blague pas. Moi, je suis plutôt dialecticien. Oh, mais ça, c'est votre affaire. Il n'y a pas de vérité absolue. Oh, Dieu est absolu. Et l'existence de Dieu est absolue. C'est tout. Il est éternel. Il n'a pas commencé, il ne finira pas. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Ben, c'est la vérité que vous avez pour le moment. Non, Dieu est la source radicale des esprits. Ce n'est pas momentané ou pas. C'est comme ça. Depuis Abraham, notre père dans la foi, 3000 ans avant Jésus-Christ, et jusqu'à cet après-midi. On est même dimanche. C'est comme ça. Hein? Donc, nous, certains d'entre nous avons des arguments scientifiques pour croire en Dieu, même si les gens disent que on ne peut pas prouver son existence scientifiquement, ça n'engage que. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la science. Ouais, ils ne connaissent pas les théories. Donc, pour vous, la science et la religion peuvent faire bon ménage. Bon ménage. Si les téléspectateurs sont intéressés, ils n'ont qu'à chercher le livre de Raymond Ruyet, hein, La Gnose de Princeton. Gnose, ça s'écrit G-N-O-S-E. C'est des prix Nobel qui sont allés dans cette université-là, qui se trouve en Californie, et qui ont conclu que Dieu est énergie et que l'univers ne peut pas être le fruit du hasard. Je redonne le titre, La Gnose de Princeton. Ils peuvent même le chercher sur Internet. Raymond Ruyet, R-U-Y-E-R. C'est comme ça. Sur cette rationalité de Dieu, les frères Bogdanov ont écrit des livres intéressants là-dessus. Voilà, oui. L'esprit de Dieu, l'idée de Dieu. L'esprit de Dieu, Dieu est le savant, etc. C'est des jumeaux que j'aime bien. Avec Jean Guiton. Oui, l'idée de Dieu, c'est ça. Un livre très, très intéressant. Alors, professeur, nous tirons vers la fin de notre émission. Alors, pour plus d'intellectuels en Afrique, et des intellectuels qui impactent leur milieu, que faut-il faire? Je crois qu'il faut de temps en temps des exemples pour les générations futures. Des références. Des références, et tous les pays en ont. Tous les pays en ont. Ce n'est pas une liste à publier dans l'annuaire téléphonique. Donc, vous suivez le comportement de la personne et vous verrez que vous pouvez être son émule. Hein, et les musiciens qui veulent être comme Georges Brassens, je peux leur dire que Jimmy Hope a été notre Georges Brassens ou notre Serge Moustaki, Georges Moustaki. Voilà. C'est des gens qui écrivent des paroles pleines de bon sens et de sagesse. Vous ne les écoutez pas, Ole Wande, Ole Dunde, non, ça c'est pas de la musique. Et recommander... C'est hautement philosophique. Et recommander à chacun d'avoir des principes de vie. Oui, d'avoir des principes de vie et de s'efforcer à les suivre soi-même pour servir d'exemple à autrui.
Ça, c'est très important. Hein. Quand vous donnez votre parole, vous ne revenez pas là-dessus. Hein. Et comme dit le proverbe, quand on crache par terre, on ne ramasse pas son crachat pour l'avaler de nouveau. C'est comme ça. Ouais. Merci, professeur. Et j'ai promis, avant de finir cette émission, avoir vos recettes pour glaner les années après années, être en bonne santé, parce que vous, à 76 ans, je vous trouve quand même extrêmement jeune. J'ai hérité d'un cariotype qui n'a pas beaucoup de maladies. J'ai été malade entre 10 et 11 ans, 3 mois, avec les piqûres qu'on appelle propidon. J'ai failli être boiteux, mais par la grâce de Dieu, j'ai remarché convenablement. Et depuis ce temps, à part les crises de parlus... Que vous avez vaincu aussi depuis 89. La cataracte et le glaucome, je n'ai pas d'autres maladies. Je ne bois pas tout seul du whisky. Je peux boire en compagnie d'un visiteur. Non, j'en bois en boîte avec la recette qu'on appelle whisky coca, qui a un autre nom, Cuba Libre. Ça veut dire Cuba Libre. Mais à part ça, moi-même, je ne m'installe pas dans mon salon pour boire du whisky. Ça peut venir à Noël et rester là jusqu'à la prochaine fête de Noël. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour rester en si bonne santé? Pas d'excès dans quoi que ce soit. Donc, je dis que je vais danser, c'est pas tous les week-ends. D'abord, il faut avoir de l'argent pour ça. Et il y a la marche. On jouait au foot avant l'arrivée du Covid. Bon, peut-être qu'on reprendra, mais à part le foot... À 76 ans? Mais bien sûr, il y a la marche. 30 minutes de marche par jour. Vous verrez que si vous avez des maux de rein, ça disparaît ipso facto au cours de la journée. 30 minutes de marche, c'est tout. Merci, professeur, pour ces recettes que nous avons bien notées. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation d'être disponible pour la génération future. C'est avec plaisir, parce que savoir tout seul n'amène pas loin. Il faut partager ses savoirs et ses connaissances. Merci à nos fidèles téléspectateurs aussi qui ont participé à cette émission en nous posant des questions sur notre réseau social WhatsApp. Disons merci à notre réalisateur Gildas et Sylvain Adjegoulé qui nous ont aidés du côté du studio. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Et tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.